Bonjour, merci d'être présent. Nous allons commencer à vous parler de la cuisine, de la place du repas dans la chaîne des soins à l'hôpital moderne. Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Vous verrez l'importance de la restauration hospitalière. Alors, le repas dans la chaîne des soins à l'hôpital moderne, ça remonte à très très vieux, hein, l'histoire de l'alimentation, puisque Hippocrate, il y a 2300 ans, nous a affirmé que l'alimentation était notre première médecine. Il est vrai qu'à cette époque-là, les hôpitaux n'existaient pas et que jusqu'au XVIIIe siècle, nous avions des hospices qui accueillaient les mendiants, les nécessiteux, les gens malades, pour les nourrir, et uniquement pour les nourrir et les soigner avec la nourriture. Jusque dans les années 1850, où Claude Bernard a travaillé, c'est un médecin lyonnais, Claude Bernard, qui a travaillé sur la digestion et qui a donné naissance à la médecine nutritionnelle. Donc là, dans ces années-là, on a commencé à parler non plus d'hospice, mais d'hôpital, bien que sur Lyon, les hospices civils de Lyon ont gardé le nom hospice, bien que ce soit des hôpitaux. Donc on a parlé d'hôpital, et l'hôpital est devenu d'ailleurs quelque chose de payant, avec des soignants et du personnel qui étaient salariés, alors que les hospices jusque-là étaient animés soit par des religieux, soit par des bénévoles, et que on se contentait de nourrir les gens pour qu'ils puissent se soigner correctement et éviter de se dénutrir. À la même période, un grand cuisinier français, Auguste Escoffier, a inventé la cuisine moderne, qui s'est appelée la cuisine légère, et qui fait référence d'ailleurs dans le monde entier. Si vous allez sur Internet, vous verrez les éditions qui parlent d'Auguste Escoffier. Il y a d'ailleurs, à côté de Sophie Antipolis à Biot, un musée à son nom. Voilà. Et quand vous vous déplacez à l'étranger, vous verrez que Auguste Escoffier est connu et que la restauration collective française et hospitalière française a très très bonne réputation. Alors, l'association des Escoffiers internationales est une association française qui est très représentée par de nombreux cuisiniers, chefs cuisiniers français, et également à l'étranger. Personnellement, j'en fais partie également, d'où la petite décoration que j'ai ici au revers de ma veste. Donc, la maladie favorise la dénutrition. Comme l'a dit Hippocrate, l'alimentation est notre meilleure médecine. Donc l'alimentation, elle est indispensable à la vie. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Par contre, l'alimentation n'est pas forcément une bonne nutrition. La nutrition, ça sera quoi? Ça sera une alimentation de qualité qui va respecter les besoins nutritionnels, ce qui permettra de limiter le traitement du malade, de réduire la durée d'hospitalisation et globalement de le guérir beaucoup plus rapidement avec une réduction importante du coût des soins, dans la mesure où on va gagner peut-être 1 ou 2 ou 3 jours d'hospitalisation. Quand on sait ce que coûte une journée d'hospitalisation par rapport au prix d'un repas, le coût total, si vous voulez, du soin sera réduit si on a une bonne alimentation du malade. Alors, le modèle français de la restauration collective fait référence partout dans le monde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Partout où vous allez, vous verrez qu'on nous envie notre restauration collective. À l'étranger, dans de nombreux pays, il n'y a pas de restauration hospitalière comme en France. Vous avez des pays, comme dans les pays de l'Est, où les familles apportent à manger aux malades. Ça existe encore. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps encore.
Vous avez des endroits dans certains pays où il n'y a pas non plus de restauration scolaire ou de restauration universitaire, ni de restauration dans les entreprises. Ça existe encore dans de nombreux pays à l'étranger. La France a toujours été à la pointe de la restauration collective. Dans les années 60, nous avions en France une ouverture de collèges par jour. Et dans tous ces collèges, il y avait une restauration collective. C'est là qu'on a développé d'ailleurs la restauration dans les écoles, dans les lycées et les collèges. L'innovation française de la liaison froide a été initiée à cette période-là. Pourquoi? Dans les hôpitaux de l'époque, vous aviez des cuisines classiques qui étaient dans chaque établissement avec un service de production de repas le matin qui développait un repas à 11h30 pour le repas du midi et un service de production l'après-midi qui allait livrer un repas vers 17h30, 18h maximum de façon à ce que le personnel puisse rentrer chez lui après. Tout ceci a posé des problèmes dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à parler de diététique et d'essayer d'apporter du confort aux clients et aux malades pour le soigner un petit peu mieux. Donc dans les années 60, on a mis au point en France, ça a été une première mondiale, une cuisine dite en liaison froide qui a permis plusieurs choses, qui a permis d'une part une variété de choix dans les menus pour satisfaire justement ces besoins de diététique qui étaient dictés par la médecine, par les médecins, qui a permis des progrès dans l'organisation de la cuisine, c'est-à-dire d'éviter d'avoir deux équipes, une du matin qui faisait le repas pour le midi et une de l'après-midi qui faisait le repas pour le soir. Donc on a commencé à fabriquer uniquement le matin jusqu'à à peu près 14-15 heures, des repas qui étaient consommés sur 3 jours ou jusqu'à 5 jours avec des études de vieillissement. Donc le principe de la liaison froide, il est simple et compliqué à la fois. On cuit les aliments, on les refroidit rapidement avec du matériel adapté. Pour les descendre de 63 degrés à moins de 10 degrés en moins de 2 heures, on les stocke dans une chambre froide à 3 degrés. Et au moment de les redistribuer aux malades, on fait une remise en température du plat chaud à plus de 65 degrés. Ce qui nous permet d'avoir une production complètement décalée par rapport aux besoins et de pouvoir offrir du choix. C'est-à-dire que le client, dans ces années-là, avait une carte. On passait le voir en lui disant voilà ce que nous avons au menu pour demain, qu'est-ce que vous souhaitez manger, et on pouvait lui préparer un plateau repas adapté à ses goûts et à ses besoins nutritionnels. Vas-y. Oui. Alors, comme tout nouveau procédé, il y a un point négatif important sur ce procédé, même s'il y avait beaucoup d'avantages au niveau du choix et du confort du malade à l'époque. Le gros point négatif, c'est sa consommation énergétique. Vous l'avez compris tout à l'heure dans ce que je vous ai dit, c'est qu'on dépense de l'énergie pour cuire, on redépense la même quantité d'énergie pour refroidir, et on redépense une troisième fois la même énergie pour remettre en température. Donc au niveau des coûts, effectivement, ça a engendré des coûts supplémentaires et donc ça a apporté du confort pour le malade, mais un confort qui coûtait quand même relativement cher. Alors il a fallu trouver des économies parce que effectivement, en même temps, la médecine moderne se développe, on commence à s'équiper en matériel de laboratoire, de radiologie, etc. Donc il faut serrer les budgets un peu partout. Donc on a commencé à supprimer les légumeries dans les cuisines et à les remplacer par des approvisionnements auprès de l'agroalimentaire. Donc ça nous a permis de réduire le personnel, de réduire les équipements, de faire quelques économies d'échelle. La vaisselle porcelaine a été remplacée par de la barquette à usage unique
en pensant qu'on allait faire des économies en supprimant le traitement de cette vaisselle, le lavage de la main-d'œuvre, etc., et du matériel. Et puis des capacités plus importantes. Voilà. Donc les progrès qui étaient attendus par cette liaison froide n'ont pas été au rendez-vous. Et le fait de travailler avec des produits de l'agroalimentaire et puis ce repas qui était livré dans de la barquette a commencé à donner une image négative et un petit peu industrielle du repas. Le goût n'était pas forcément retrouvé par le malade. Bon, il peut y avoir une raison d'ailleurs puisque vous le savez, les médicaments ont tendance à vous changer un petit peu les goûts et des aliments. Donc, ça n'était pas la seule raison, mais enfin, ça y a contribué. Et puis, l'aspect également du produit qui peut être dégradé ou qui a pu être dégradé par un traitement un petit peu, je dirais, mal adapté, notamment au niveau du refroidissement. Quand nous avons commencé à faire de la liaison froide dans les années 60, le refroidissement se faisait avec de l'azote liquide à moins 180 degrés. Donc c'était de la cryogénie. Et on avait tendance à geler un petit peu les produits en surface. Le problème de ce gel en surface dénaturait un petit peu, d'une part, la présentation du produit et pouvait dénaturer son goût dans la mesure où on créait de l'eau en gelant la partie en surface. Donc ceci a amené petit à petit à constater que aujourd'hui encore, on a entre 40 et 50% du repas fabriqué qui n'est pas consommé et qui va finir en déchets. Donc on s'aperçoit que le progrès finalement ce progrès a coûté très cher et que en définitive la nutrition au niveau du malade elle n'est pas forcément bonne dans la mesure où il ne mange pas et il ne mange pas ce qui a été prescrit par son médecin. Donc cette mauvaise nutrition va se traduire par une médication qui va être renforcée, voire un séjour d'hospitalisation prolongé. Aujourd'hui, on nous parle de développement durable et effectivement, ces objectifs de développement durable, eh bien, disons, ne sont pas forcément des points positifs dans la mesure où on n'a pas tous les jours les budgets nécessaires pour y répondre. Alors, comment concevoir une cuisine hospitalière moderne en améliorant la prestation fournie aux malades et en maîtrisant les coûts, c'est-à-dire maîtriser les coûts, ça veut dire éventuellement les diminuer. Les démarches environnementales vont entraîner un surcoût d'investissement, ça c'est certain, mais également des économies de fonctionnement. Comme on vous le signale ici, la cuisine, elle évolue comme la société, hein, mais la cuisine, c'est un art, puisque vous avez tous connaissance de restaurateurs chez lesquels vous allez déjeuner de temps en temps, et vous avez, en fonction de la capacité du restaurateur, avec les mêmes produits, pas le même résultat. Donc la cuisine, c'est un art, donc on sait très bien que quoi qu'on fasse, il faudra mettre en face non seulement des structures financières, mais également des structures techniques et surtout de la compétence. Alors, la structure financière du repas est fortement impactée par les conditions de travail, les consommations énergétiques et la maintenance des installations. Quand on nous parle de coût global, aujourd'hui, souvent on nous dit qu'il faut considérer le coût global de fonctionnement d'une installation. Le coût global, c'est 100. 100 sur la durée d'amortissement de l'équipement qu'on a mis en place. Or, on s'aperçoit que l'investissement initial représente, par rapport à ce coût global de 100, l'investissement initial représente à peu près 25%, et le coût de fonctionnement sur la durée d'amortissement représente, lui, 75%. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut investir un petit peu plus au niveau des 25%, c'est-à-dire augmenter le coût d'investissement,
qui se traduira par un amortissement, vous verrez dans les tableaux que je vais vous montrer après, pour diminuer le coût d'exploitation. Et c'est là que nous intervenons. C'est là que nous intervenons et que nous allons vous expliquer comment on peut faire et qu'est-ce que nous proposons pour améliorer le fonctionnement des cuisines de demain et apporter, je dirais, une solution à cette restauration. Alors, comme on vous l'indique ici, l'ingénieur de restauration hospitalière a un rôle important dans le management de sa cuisine. Encore faut-il qu'il ait les moyens budgétaires de développer sa politique. Le gros problème, il est là, c'est que nous sommes actuellement dans des budgets contraints et bien souvent, on n'a pas suffisamment de budget pour pouvoir mettre en place une technologie et une technique qui va nous permettre de faire des économies derrière, de fonctionnement ou de fonctionnement ou de consommation énergétique. Donc là, pour nous, la conception de la cuisine moderne doit intégrer une réforme du métier de cuisinier de collectivité, d'une part, et les cuisines doivent évoluer avec la mise en place de filières locales d'approvisionnement, puisqu'on en parle de partout dans le cadre du développement durable, l'introduction de matières premières issues de l'agriculture biologique, de nouveaux modes de préparation et de cuisson, et tout ceci va nous demander de repenser l'organisation et les compétences sur chaque poste de travail et de les valoriser. Il est bien évident que si on se redéploie pour travailler des produits bruts et des produits naturels, il faudra mettre en face des compétences pour pouvoir traiter ces produits dans de bonnes conditions et assurer une qualité qui soit en regard des objectifs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour les restaurateurs qui, utilisant les mêmes produits, peuvent avoir des résultats différents, avoir 1 étoile ou 2 étoiles au Michelin. L'objectif global, bien évidemment, étant d'offrir aux consommateurs un repas de qualité et un repas qui participe à ses soins, à son soin. Alors, quelle unité de production demain pour atteindre les objectifs visés? Les UCPA, ça veut dire Unité Centrale de Production Alimentaire, c'est comme ça qu'on appelle les grandes cuisines centrales actuellement, produisant plusieurs milliers de repas, sont des process très techniques, sont des process industriels très techniques, gros consommateurs d'énergie, qui nécessitent des opérations de maintenance obligatoires, réglementaires, encadrées par des règlements d'hygiène et de sécurité précis, et des conditions particulières de travail qui peuvent être cause de maladies professionnelles, avec par exemple les chutes sur des sols gras, mouillés ou en pente, des troubles musculaires provoqués par une ergonomie des postes de travail qui seraient mal adaptés, la manutention de charges lourdes et une mauvaise configuration des locaux, des gestes répétitifs soutenus sur certains postes, et des températures, des hygrométries de locaux et d'acoustique qui soient, j'allais dire, contraignants pour le personnel qui travaille. Je vais vous passer maintenant quelques tableaux qui vont nous permettre de vérifier la répartition du coût d'un repas en pourcentage. Ce sont des études que l'on a pu faire en constatation sur des chantiers existants, hein, des cuisines existantes. Donc vous voyez la répartition du coût du repas en pourcentage, la matière première qui représente 37% du coût global du repas, les coûts de personnel en gros 45%, hein, vous m'excuserez si c'est 44 ou 45 ou 46, mais en moyenne c'est 45%. Des petits équipements pour 2%, c'est des équipements qui sont considérés comme du consommable. L'amortissement, c'est donc le remboursement de la dette quand on a construit la cuisine au départ, hein, les 25% de l'équipement dont je vous parlais tout à l'heure, bah, ça coûte 3% du coût du repas, à peu près.
entre 2,5 et 3%, ça dépend des opérations. Les énergies et divers, à peu près 7%, et la maintenance de l'ensemble, 6%. Voilà la répartition des coûts, du coût du repas. Après, je vous ai fait un tableau avec la répartition des ressources humaines, du personnel qui va être attaché au fonctionnement de cette cuisine. Donc on va s'apercevoir là qu'il y a des distorsions importantes et vous verrez pourquoi il faut qu'on s'intéresse à cette cuisine collective pour améliorer son fonctionnement, améliorer la qualité de sa prestation en diminuant son coût de fonctionnement. Et où est-ce qu'on va aller chercher les économies? Vous voyez que nous sommes dans une cuisine qui va fabriquer des repas. La partie production, qui est en rouge orangé là, sur le graphique, la partie production utilise 20% seulement des ressources humaines de la cuisine. C'est une moyenne, ça peut être 21, ça peut être 19, mais en moyenne, c'est 20% du personnel global attaché à la cuisine qui va travailler au niveau de la production. Le magasin, les magasiniers qui vont gérer les stocks, qui vont faire des préparations, etc., représentent 11%. Ensuite, vous avez deux postes qui sont des gros consommateurs en ressources humaines. C'est le conditionnement des plats en sortie de production et un poste qui est très important également et qui est beaucoup trop important à mes yeux et sur lequel il faut travailler, c'est le poste de... Il y a quelque chose qui manque là. Il y a une petite erreur, excusez-moi. Le poste en bleu 26, c'est la partie nettoyage des locaux. On a 26% en moyenne du personnel qui travaille dans les cuisines qui passe 26% des heures consacrées à la cuisine qui sont utilisées pour faire du nettoyage des locaux. Et ça, c'est énorme. Et 2% en bas, c'est du divers. Je vous parlais tout à l'heure également, le troisième point qui est un point important, c'est la consommation énergétique de la cuisine. Là encore, ce sont des chiffres ici qui sont enregistrés. Ce sont des choses que nous avons constatées sur des établissements où nous avons des compteurs. Et ce que vous avez là, c'est la moyenne sur une année dans une grosse cuisine française hospitalière. Donc là encore, vous allez voir qu'on a des gros postes, de très gros postes sur lesquels on peut travailler pour justement générer des économies de fonctionnement. Vous avez le plus gros poste, c'est la partie froid, la partie frigorifique qui représente 46% de l'énergie consommée dans une cuisine. Le deuxième, ça va être la partie ventilation des locaux qui représente 28% en moyenne sur l'année. Hein. L'hiver, la ventilation va monter, sera à plus de 28%, elle sera à peu près à 40%, et le froid va baisser, c'est bien logique. Mais là, sur la moyenne de l'année, c'est 46% pour le froid, 28% pour la ventilation. La partie production de cuisine, ça ne représente que 16%. Vous voyez que le cœur d'une cuisine, tant en personnel, en main-d'œuvre, qu'en consommation énergétique, c'est pas le plus gros poste. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. C'est sur les postes accessoires. Vous avez ensuite la production d'eau chaude sanitaire qui représente 3%, les éclairages 2%, et les divers, c'est de l'entretien courant, des réglages de machines, etc., 5%. Donc, pour parvenir aux résultats attendus, qu'est-ce qu'on va faire? Les cuisines vont muter vers des unités centrales de production et se réapproprier les activités de production. On va repenser les produits avec l'introduction des produits naturels, des produits locaux. On va rajouter dans nos productions des produits à forte valeur ajoutée et également des produits intéressants comme le pain, puisque tout le monde sait que le pain, c'est une base importante
dans la restauration de tout le monde. On mange tous du pain. À chaque repas, vous avez du pain sur la table. Bon, le pain, c'est quelque chose d'important. Et à l'hôpital, je pense que le pain, aujourd'hui, nous avons des exemples de cuisines centrales qui fabriquent leur pain, qui arrivent à fabriquer du pain, des pains spéciaux. Vous avez par exemple les Hospices civils de Lyon, qui fabriquent 25 000 pains par jour de qualité, avec des boulangers professionnels qui sont attachés à la cuisine et qui fabriquent leur pain. Remettre, si vous voulez, au goût du jour également les fabrications de pâtisseries, de crèmes dessert, etc., pour apporter justement aux clients des choses qu'ils ont l'habitude de consommer chez eux régulièrement. Utiliser des fruits et des légumes frais de saison et de saison. Aujourd'hui, on constate quoi dans les cuisines, c'est que l'on soit à Lille, à Marseille, à Lyon ou à Paris, la restauration est la même. On mange les mêmes produits. Alors, dans les régions, on a des habitudes alimentaires qui peuvent être différentes. Donc, il faut essayer aussi de retravailler avec des produits locaux de façon à ce que les gens se retrouvent un petit peu, bien qu'ils ne soient pas chez eux. Il faut mettre surtout ce qu'il faut faire, à mon avis. Vous avez vu tout à l'heure qu'au niveau des personnels qui travaillent dans ces cuisines-là, il y a une répartition qui n'est pas forcément intéressante dans la mesure où les gens qui sont en production ne sont pas les plus nombreux et ne sont pas forcément les mieux formés. Donc il faut remettre des compétences. Je ne dis pas qu'il faut réduire du personnel, mais il faut remettre les compétences aux bons endroits. Et mettre des gens qui vont fabriquer, des cuisiniers pour cuisiner, des pâtissiers pour faire de la pâtisserie. Il faut remettre des professionnels aux bons endroits, limiter les tâches qui ne sont pas des tâches valorisantes, en particulier limiter toute la partie désinfection, nettoyage des surfaces, etc. Limiter également la maintenance des équipements et faciliter leur remplacement quand ils arriveront en fin de vie. Alors, les objectifs visés ne pourront être satisfaits sans considérer le coût global. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut absolument que l'on arrive à raisonner en coût global, c'est-à-dire l'investissement plus le coût de fonctionnement. Les budgets d'investissement seront confortés pour améliorer les performances des équipements, réduire l'absentéisme médical en travaillant sur l'ergonomie des postes de travail, puisque là aussi, au niveau statistique, on a des statistiques qui existent où la moyenne nationale de l'absentéisme médical est de 15% à peu près. Dans certains établissements, on arrive à plus de 20%, ce qui est beaucoup trop important. Et c'est de l'absentéisme médical dû aux conditions de travail, souvent. Automatiser les fonctions répétitives génératrices de TMS. Alors, dans ces cuisines-là, dans ces cuisines d'importance, il y a effectivement des postes, en particulier, vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau du conditionnement, où on a des gestes répétitifs à grande cadence, à grande vitesse, en particulier en sortie de chaîne de conditionnement de barquettes de repas. Et là, ce sont des postes qui pourraient très facilement être automatisés pour limiter justement les problèmes de troubles musculaires au niveau des épaules en particulier et au niveau des avant-bras. Et diminuer de façon drastique les contraintes de nettoyage, puisque vous avez vu que dans les estimations que l'on a faites tout à l'heure et qui sont qui ont été vérifiées, nous avons une importance de temps passé pour ces opérations de nettoyage qui, à mon avis, sont beaucoup trop importantes. Et il y a des solutions, pour limiter ces travaux-là. Dans les matériaux à mettre en œuvre pour réaliser les cloisonnements ou les équipements, et puis surtout dans leur implantation au niveau des locaux. Travailler beaucoup également sur le confort du personnel au niveau de la lumière naturelle dans les locaux, des vitesses de ventilation qui soient faibles. Vous avez tous visité des cuisines, je pense,
cuisine hospitalière ou autre, des cuisines collectives. Et moi, je suis toujours surpris quand je vois des gens qui travaillent avec un cache-colle autour du cou pour éviter qu'ils soient dérangés par l'air qui leur est soufflé sur les cervicales. Et ça, c'est monnaie courante. Et ça ne devrait pas se voir. On a aujourd'hui les moyens de traiter ces problèmes-là dans de bonnes conditions, de façon à ce que le froid ressenti ne soit pas désagréable. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à la montagne, si vous avez une température de moins 5 degrés et que vous n'avez pas de vent, et un petit peu de soleil, même s'il fait moins 5 degrés, vous n'aurez pas froid. Le lendemain, vous aurez plus 5 degrés, mais avec un vent qui va souffler à 60 km/h, vous allez claquer des dents. C'est exactement la même chose dans une cuisine. Si la ventilation est adaptée, si la vitesse de ventilation et de déplacement d'air est adaptée, eh bien vous aurez plus ou moins froid. Et ça se traduira par je dirais, ça se retrouvera sur la santé du personnel et sur l'absentéisme médical. Alors, réduire les coûts de fonctionnement en mutualisant les énergies. Alors là aussi, il y a un point très très important sur lequel il faut travailler, c'est sur la mutualisation des énergies. Vous avez vu tout à l'heure que le poste le plus énergivore, c'est le froid, avec 46%. Derrière, c'est la ventilation et la production d'eau chaude. Alors les trois réunis, c'est 46 plus 28 plus 7 ou 6, j'ai plus tout à fait le chiffre en tête, c'est énorme. Et tout ça, ça utilise de la chaleur. Le froid, tout le monde croit qu'on fabrique du froid. On ne fabrique pas du froid, on enlève de la chaleur. Il faut le savoir. Vous avez tous un réfrigérateur chez vous. Votre réfrigérateur, il a une grille à l'arrière. Et cette grille, quand votre réfrigérateur fonctionne, elle est chaude. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez vos produits qui sont dans le générateur. On travaille avec un fluide qui se transforme d'état liquide en état gazeux. Et pour changer d'état, va capter de la chaleur. Il va prendre la chaleur du produit et la rejeter sur l'extérieur. Bon, cette chaleur, on peut la récupérer. De même pour la ventilation. La ventilation est un point très important, puisque dans les cuisines, nous sommes contraints avec des normes d'hygiène importantes et que nous sommes obligatoirement en renouvellement d'air neuf. Donc nous pouvons, dans la partie production cuisine, nous n'avons que du renouvellement d'air neuf. Or, l'hiver, quand vous avez de l'air extérieur qui est à moins quelque chose, moins 10 degrés ou moins 5 degrés seulement, la réglementation du travail nous impose à admettre de l'air à plus 18 degrés. Donc ça veut dire que cet air-là, il faut le chauffer. Donc plus haute ventilation va être importante, plus vous allez dépenser de l'énergie pour chauffer l'air. L'été, c'est l'inverse. L'été, on nous demande de maintenir 28 degrés dans une cuisine. Pour tenir 28 degrés dans une cuisine, quand vous rentrez de l'air à 35 degrés, ça veut dire qu'il faut le refroidir. Ça coûte très très cher. Donc d'un côté, on va produire du froid en extrayant du chaud qu'on va rejeter à l'extérieur sur la toiture avec des appareils et des ventilateurs. De l'autre côté, on va faire l'inverse. Donc aujourd'hui, ces trois postes-là, on sait les mutualiser. On sait gérer la production frigorifique, c'est-à-dire l'absorption de la chaleur sur une durée pour pouvoir chauffer de l'eau et pour pouvoir éventuellement chauffer l'air de la ventilation. Nous allons mettre en route dans un mois à peu près une cuisine centrale à Lille, dans le Nord, qui est prévue pour produire 15 000 repas par jour. Et dans cette cuisine, il n'y aura pas de chaufferie. Cette cuisine, l'installation frigorifique va nous permettre de produire l'eau chaude, de chauffer l'air, de satisfaire tous les besoins de chaleur nécessaires pour le fonctionnement de la cuisine. Ce qui veut dire qu'on a des solutions techniques qui existent aujourd'hui qui vont nous permettre, sur ce poste-là, de l'énergie, de réduire de moitié la consommation énergétique. Et vous avez vu ce que pèse le poste, l'énergie dans le coût du repas, c'est très important. Donc ça doit nous permettre de mettre un petit peu plus d'argent dans les produits de base, et de sortir un repas à un prix qui sera équivalent au prix actuel,
mais qui sera de bien meilleure qualité. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour ce faire, bien évidemment, il faut travailler sur le sujet et s'attacher le concours de compétences dans le domaine. Donc il existe, si vous voulez, des bureaux d'études spécialisés en restauration collective. Vous avez, nous faisons partie nous-mêmes d'ailleurs du syndicat attaché à la fédération SINOV, qui est la fédération française de l'ingénierie intellectuelle, et le syndicat qui s'occupe de l'hôtellerie et de la restauration a déposé une marque qui s'appelle Resto Concepteur, dans lesquelles vous avez ici sur l'écran les coordonnées, et vous trouverez dans ces bureaux d'études des spécialistes qui seront là pour pouvoir vous accueillir et vous accompagner, soit sur les études de faisabilité, soit sur la définition de programme, soit sur de l'assistance maître d'ouvrage, de l'étude technique, de la maîtrise d'œuvre, et enfin de la formation après et d'assistance au fonctionnement de vos cuisines. Donc vous avez les coordonnées qui s'affichent sur l'écran ici. Vous pouvez vous adresser à ces organismes, bureaux d'études spécialisés dans le domaine de la restauration collective et qui seront capables de vous épauler et de vous conseiller utilement sur les différents sujets. Voilà ce que je voulais vous dire sur le développement des cuisines professionnelles dans les hôpitaux. Si vous avez des questions particulières, je suis prêt à vous répondre. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous.